Coucou, on se retrouve pour débuter ce nouveau vlog. On est lundi 9 janvier 2023 et je viens pour donc ouvrir ce vlog. J'ai pas eu le temps de vous prendre avant, j'avais pas mal de choses à faire ce week-end, même si ça a été plutôt un week-end chill. On est resté pas mal à la maison, on a profité tranquillement, j'ai pu lire beaucoup et donc voilà, c'était plutôt productif, mais on est quand même sorti un petit peu. On a fait les courses pour le mois, on est allé voir mes parents, on a fêté l'anniversaire d'un copain de Léon, enfin voilà, pas mal de choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Je voulais vous montrer quelques réceptions que j'ai faites depuis la fin de semaine dernière, depuis samedi. Et puis vous parler de ma lecture terminée et de ma lecture que je commence, que j'ai commencé tout à l'heure. Donc voilà, on va débuter tout ça ensemble. Et j'ai donc reçu 4 romans depuis samedi. J'ai reçu tout d'abord, je l'ai reçu je crois samedi, La vie selon Hope Nicely de Caroline Day. C'est publié chez Archipoche dans la collection Instance suspendue. C'est un roman qui était sorti l'année dernière en grand format et donc qui sort là, je crois le 12 janvier ou alors il est déjà sorti. En tout cas, normalement, il sera sorti quand ce vlog sortira, vendredi. Je vais vous lire le résumé. À 25 ans, Hope Nicely a un esprit qui n'est pas structuré comme celui de la plupart des filles. Chez elle, les pensées ont du mal à rester en droite ligne. Persuadée que rédiger son autobiographie pourra l'aider à retrouver sa mère biologique, elle s'inscrit à un atelier d'écriture. Hope espère ainsi obtenir des réponses aux questions qui la tourmentent. Pourquoi a-t-elle été abandonnée ? Sa mère était-elle consciente des conséquences de son alcoolisme durant la grossesse ? En racontant sa vie, Hope Nicely apprendra-t-elle enfin à la vivre ? Une histoire éblouissante sur une jeune femme pas comme les autres tentant d'accepter sa différence. Un roman qui nous parle donc du SAF, du syndrome d'alcoolisation fœtale, j'imagine, en tout cas c'est ce que le résumé nous dit à demi-mot. C'est un sujet qui me touche en tant que professionnelle de la petite enfance, forcément. On peut être amené à en voir, à en suivre en tant que psychologue. Donc voilà, un livre que j'ai très envie de découvrir. La couverture est absolument sublime. Et je suis souvent conquise par les romans de la collection Instance suspendue. C'est des romans qui abordent des questions importantes et en même temps qui apportent beaucoup de douceur et de légèreté. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai également reçu 2 cadeaux de la part des éditions Pocket, je ne les avais pas demandés. J'ai reçu Là où le crépuscule s'unit à l'aube de Marina Dédéian, qui est un gros pavé de 600 pages et qui nous emmène en Russie. Je vais vous lire le résumé, j'aime beaucoup la couverture. Sincèrement, j'ai toujours du mal avec les nouvelles couvertures de Pocket qui sont brillantes. J'aime pas du tout ça. Et puis maintenant, en fait, souvent c'est imprimé directement dessus et je crois que j'aurais préféré l'enlever parce que ce qui se cache dessous a l'air plutôt joli. En tout cas, voilà, je voulais le résumer. Qui peut savoir où nous entraîne le destin ? Réception, dîner mondain, ballet où l'on croise les Fabergé, Nabokov, la Pavlova ou Nijinsky. Bon, on voit qu'on est dans un autre pays. Une rencontre fortuite avec le séduisant banquier William Brandt et voilà la jeune Julia emportée loin de la misère, de son isba perdu dans la forêt lettonne. Ce tourbillon enchanteur dans les fastes de Saint-Pétersbourg à l'aube du XXe siècle flirte pourtant avec l'abîme. La Russie des tsars jette en effet ses derniers feux et tout un monde s'écroule dans la tourmente révolutionnaire. L'épopée d'une famille, celle de l'auteur, où se conjugue à un rythme époustouflant la fresque historique et le récit intime. Je pars rarement en Russie avec la littérature, j'avoue que c'est pas forcément un pays vers lequel je me tourne dans la littérature, ça n'a jamais été tellement le cas, même si cette année j'aimerais bien, en tout cas, découvrir notamment Crime et Châtiment de Dostoïevski et
Anna Karénine de Tolstoï. Anna Karénine surtout, j'aimerais vraiment le découvrir, mais il faut que je l'achète parce que je ne l'ai pas dans ma pile à lire. Et je sais que voilà, c'est un classique et beaucoup de monde me dit que bon, il est très long, mais que c'est un livre classique qui est assez incroyable. Donc j'ai très 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 envie de le lire. Donc voilà, je pense que ce sera ça, en vrai, je vais plus tellement en librairie, j'achète plus tellement de livres, donc voilà, je me ferai un achat, mais ce sera un classique, donc ça passe. Et j'ai reçu, et alors c'est une surprise, c'est un cadeau, et en même temps j'avais vraiment hésité à le demander. Il s'agit de Un rêve, deux rives de Nadia Eni Moulay. Il fait partie des révélations de chez Pocket. Je vais vous lire le résumé et je pense que vous allez comprendre très vite pourquoi est-ce que ce roman me faisait envie. Je vous montre un petit peu plus la couverture qui est très très jolie. Qu'est-ce qu'un père pour sa fille, sinon un immense, un insondable mystère. Du sien, Nadia a longtemps gardé le souvenir d'un pater familias, à la tendresse rugueuse et maladroite, d'un ouvrier immigré, modeste, intransigeant, qui du haut de son HLM parisien rêve encore et toujours d'Algérie. Comment imaginer qu'un jour, pour sa terre, Ahmed a pris les armes, tué peut-être. Comme elle retrace, au fil du souvenir, une enfance entre deux rives. C'est l'énigme du père que la fille tâche d'éclairer, son odyssée particulière, et avec elle le cœur fragmenté des identités multiples. Un livre donc qui me fait extrêmement envie. On touche à l'immigration algérienne en France, à la guerre d'Algérie. On touche également à la vie dans les HLM parisiens, les HLM de la banlieue. Et voilà, je crois que l'autrice, je ne sais pas si c'est un roman autobiographique, mais en tout cas c'est une autrice qui est algérienne. Alors attendez, je regarde. Alors, elle n'est pas algérienne, elle est née en 79 en Seine-Saint-Denis. Et elle a très tôt interrogé le rapport entre Paris et sa banlieue. Elle a vécu dans les cités... J'avais vu... Où est-ce qu'elle vivait ? Je ne sais plus dans quelle ville elle était, mais elle a grandi dans une cité populaire au sein d'une fratrie élargie. Voilà. Et elle a beaucoup travaillé sur justement la relation franco-algérienne et les enjeux géopolitiques en Méditerranée. Donc voilà, je pense que ça va être très 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 intéressant et j'ai vraiment hâte de le lire. Il fait 320 pages. Après, il est écrit assez... il n'y a pas beaucoup de marge. Donc on sent que, bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, trop hâte de le lire, peut-être en février. Voilà, je pense que je lirai en février parce qu'il me fait vraiment envie. Donc je vous en redirai des nouvelles. Et enfin, j'ai reçu L'enfant thérapeute de Samuel Dock. Un roman qui est pour le coup une autobiographie. Samuel nous parle de l'enfance de sa mère. Il nous raconte sa mère, il nous raconte sa relation avec sa mère. Il nous raconte également par là sa vie à lui. Et c'est un livre qui tout de suite m'a appelée par le résumé, donc je l'ai demandé aux éditions Plomb, qui m'avaient envoyé le formulaire, et en fait je me rends compte, je ne savais pas que c'était une biographie, une autobiographie, et je me rends compte en ayant le livre dans mes mains qu'il s'agit d'une autobiographie, que en plus l'auteur m'a dédicacé le roman et qu'il est psychologue, docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et écrivain, ce qui fait que j'ai encore plus envie de découvrir sa plume et voilà ce qu'il a pu mettre aussi un petit peu de son métier et de cette passion qu'il a pour la psychologie dans ce livre. Je vous lis le résumé. À l'âge de 5 ans, la mère de Samuel, 14e enfant de sa fratrie, est confiée à la DAS, couverte de morsures, affamée et apeurée. Placée chez les religieuses, la petite fille commence une autre vie, préservée, en bordure du monde. Cette histoire, longtemps, elle n'a pas pu la raconter. À l'adolescence, après le départ du père, Samuel voit son existence se désagréger, dans l'ombre de sa sœur, anorexique, dans l'enfermement d'un quotidien hostile et dans la désolation d'une mère tourmentée. Brisé par le regret de n'avoir pu sauver sa famille, il la fuit avant de s'effondrer. Adulte,
Devenu psychologue, il tente de faire entendre sa voix pour que change le sort des enfants maltraités. Des années plus tard, mère et fils se retrouvent. La mère parle enfin, et le fils découvre alors son passé terrifiant. Elle l'a mise au monde, mais à 33 ans, il la rencontre pour la première fois. Ce livre est le récit d'un combat, une quête de pardon et de réconciliation, un hommage poignant aux victimes de violences, à toutes celles et tous ceux qui durent renoncer à secourir l'autre pour lui restituer son humanité et se sauver eux-mêmes, pour cesser uniquement de survivre et commencer à vivre. Voilà. Et pour le coup, je pense que il va passer avant pas mal de livres parce que j'aimerais bien le lire en janvier. C'est vraiment un livre qui me fait envie, qui m'appelle de par sa thématique, de par forcément la profession de l'auteur, je vais pas m'en cacher, ça m'interpelle beaucoup. Donc voilà, je pense que je le lirai très vite et donc que je vous en ferai assez rapidement un retour. Je vais maintenant vous parler de la lecture que j'ai terminée. Il s'agit de L'heure des femmes de Adèle Bréau, publié chez J.C. Lattès. C'est un roman qui est sorti quand ce vlog sortira. Il sort le 12 janvier, de ce que je me rappelle. Et ce roman m'a énormément touchée. Enfin, ce roman, cette biographie, en fait, Adèle Bréau n'est autre que la petite fille de Ménie Grégoire. Ménie Grégoire qui, en 1967, a été recrutée, c'est ça, recrutée par la radio RTL pour faire une chronique, pour donner la voix aux femmes. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va aborder des sujets tabous à l'époque, les violences conjugales, la maternité, voilà, tous ces sujets qui étaient trop souvent tus, qui n'étaient pas entendus. Et elle va contribuer à son échelle à la libération de la parole, à la libération des femmes. Et c'est une grande dame dont je ne connaissais absolument pas l'histoire. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait pour moi partie des femmes qui se sont battues pour les droits qu'on a aujourd'hui, pour cette libération de la parole dont on jouit aujourd'hui, même s'il y a encore énormément de choses pour lesquelles on doit se battre, contre lesquelles on doit se battre. Mais voilà, c'est des femmes qui nous ont ouvert un chemin, qui ont lutté pour ça, qui ont eu une vie pas toujours facile, mais voilà, qu'aujourd'hui je remercie énormément et qui ont fait énormément pour en fait le droit des femmes et pour déconstruire les tabous et pour permettre à celles qui croient être seules et qui pensent ne pas être entendues de l'être même par la voix de d'autres. Voilà. Donc c'est un roman absolument sublime. Adèle Bréau nous convie à découvrir plusieurs femmes, donc notamment Ménie Grégoire, sa grand-mère. Voilà, elle lui rend hommage par ce roman. Elle nous permet à nous de la rencontrer et voilà, elle permet de rendre un hommage à une grande femme. Et puis qui de mieux placé que sa petite fille pour lui rendre hommage, pour mettre d'aussi beaux mots sur la vie de sa grand-mère. Une écriture, c'est la première fois que je lis un roman d'Adèle Bréau. Je me suis rendu compte après, en y réfléchissant, qu'elle avait écrit Frangine, que j'ai très envie de lire depuis longtemps, qui était sur ma wishlist à une période, et puis j'ai fait du tri et je l'ai enlevé, mais il va y revenir, enfin ça y est, il est de retour dans ma wishlist. Adèle Bréau, qui est donc une autrice qui a écrit plusieurs romans, donc, dont Frangine. Je crois qu'elle en a écrit d'autres, mais je crois que le roman qui a le plus fonctionné pour le moment, c'est Frangine, qui est publié, je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Adèle Bréau était la directrice de la mode de gala et l'ancienne rédactrice en chef de Elle.fr. C'est peut-être de là qu'elle tient aussi sa magnifique plume qui m'a totalement transportée. J'ai été totalement immergée dans l'histoire. J'imagine bien que l'histoire de sa grand-mère et les points historiques sont mélangés à la fiction et voilà, c'est un petit peu romancé dans le sens que certaines choses sont fictionnelles, pas romancées dans le sens romance parce que pas du tout. Mais c'est un roman donc avec plusieurs temporalités. On suit donc Ménie Grégoire dans les années 60. On la voit également grandir dans les années 30. On suit également Esther actuellement en fait en 2020-2021.
Et puis, on suit d'autres femmes, on suit Mireille et Suzanne. En fait, on rencontre beaucoup de femmes dans ce roman. Beaucoup de femmes qui portent une voix, qui ont des vies très différentes, mais qui se retrouvent sur beaucoup de points, ou non d'ailleurs. Mais c'est justement ce florilège de femmes, cette fresque féministe de l'époque et de différentes époques qui fait du bien au cœur. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, que je ne peux que recommander et vraiment foncer en librairie parce que je pense que c'est un hommage qu'on se doit de lire en tant que femme, en tant qu'homme aussi, pour avoir l'histoire de ces femmes aussi un petit peu de l'ombre, même si j'imagine que Ménie Grégoire, de par sa place à RTL, était assez connue, en tout cas on entendait parler d'elle. Mais aujourd'hui, c'est comme une figure oubliée, une figure qui s'est battue pourtant, qui a ouvert la voie à beaucoup, mais dont on parle peu. Et je pense que ce roman est là aussi pour parler d'elle. Et bravo à l'autrice parce qu'elle en parle magnifiquement bien. Et ce roman m'a énormément touchée et je n'ai qu'une envie en fait, c'est de l'offrir, de le prêter, que je puisse discuter avec les personnes qui l'auront lu et qu'on puisse échanger ensemble sur cette magnifique histoire, sur les embûches, mais aussi sur toute la combativité de ces femmes à l'époque qui n'étaient pas bien considérées en fait quand elles ouvraient leur bouche, mais qui continuaient à le faire parce que c'était leur vie, c'était un besoin pour elles, et voilà, c'est un livre absolument sublime. Et vous n'allez pas me croire, mais je viens de remarquer qu'il était dédicacé. Et ça me touche beaucoup, même si j'espère rencontrer Adèle Bréau, peut-être lors d'un salon, pour pouvoir lui refaire dédicacer ce roman, parce que vraiment, on est, je pense, sur un coup de cœur. Peut-être que ça arrivera dans les prochains jours, parce que souvent les coups de cœur arrivent après, quand j'ai le temps de me poser et d'y repenser. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a bouleversée et je pense que ça se sent quand j'en parle. Voilà pour la lecture terminée. Je voulais vous parler de mes lectures en cours. Je suis en train de lire, mais je ne peux absolument pas vous dire là où j'en suis. Je suis en train de écouter Jane Eyre de Charlotte Brontë. Moi, j'ai l'édition de 10-18, donc c'est un classique. Charlotte Brontë, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë en août ou début septembre, je crois que c'était en août. Et j'avais très envie de lire Jane Eyre depuis longtemps. Et puis Anna a lancé une LC, et donc je me suis lancée également. Je l'ai pris sur Audible pour pouvoir l'écouter dans le métro, pouvoir l'écouter quand je marche, l'écouter quand je fais le ménage. Et j'avance très bien et j'adore mon écoute. Je pense que je vais avoir besoin à un moment de me poser sur le roman, vraiment m'imprégner des pages, des mots qui sont écrits, parce que c'est un classique et que je prends beaucoup de plaisir dans les classiques et à voir le livre en papier. Donc voilà, pour l'instant je continue un petit peu l'écoute en audio parce que j'ai pas forcément le temps de le lire en papier actuellement. Mais voilà, je vous en ferai un retour très vite. C'est pour le coup, je pense, une lecture qui va m'accompagner un petit peu tout le mois de janvier. Voilà, je vais y aller doucement, je vais y aller tranquillement, et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé. Et je vais débuter, enfin j'ai commencé, mais j'ai lu une dizaine de pages seulement. Créature du petit pays de Juéa Kim, qui fait partie de la rentrée littéraire d'hiver de Presse de la Cité. Je les remercie beaucoup de m'avoir contacté pour recevoir ce roman. Et je me suis dit, en lisant le résumé, quand je l'ai reçu, que décidément, ce mois de janvier était quand même beaucoup concentré sur la Corée du Sud, parce que ce roman nous emmène également en Corée. Je vous lis le résumé. Dans le Séoul des années folles, une ville énergique et rebelle qui frémit sous le joug de l'occupation japonaise, jeune courtisane, aristocrate, soldat et idéaliste se désire et se déchire. Jade, la Gizang, aime Honchol, l'étudiant déclassé. Mais c'est Jung-ho, le chef de bande orphelin, fils d'un chasseur de tigres, qui se révèle son allié le plus fidèle dans un monde en pleine mutation. La grande histoire et les monstres tapis dans le cœur des hommes leur imposeront à tous un destin parsemé d'écueils. Avec cette fresque historique d'une grande finesse, Juéa Kim nous raconte, sur près d'un demi-siècle, l'espoir et les tourments d'un peuple qui lutte pour son indépendance.
Jue Hakim est née en Corée. Elle s'est installée avec sa famille à Portland, en Oregon, à l'âge de 9 ans. Diplômée de Princeton, elle a été publiée dans de nombreuses revues, Granta, Catapult, Joyland, avant son premier roman, qui est donc celui-ci. Entre Pachinko de Minjimi et La maison aux esprits d'Isabelle Allende, un livre à la fois politique et intime. Et d'ailleurs, en parlant de Isabelle Allende, j'avais découvert un de ses romans il y a quelques temps, je crois en 2018 ou 2019. Je me demande si j'étais pas enceinte quand je le lisais. J'avais adoré ce roman et je suis en train de me dire que j'aimerais bien en découvrir d'autres si vous avez des conseils. Voilà, c'était une petite aparté. En tout cas, je débute ce roman et pour l'instant, j'aime beaucoup, même si j'en suis qu'au début. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'espère le terminer avant la fin de ce vlog, mais je vous avouerai que rien n'est moins sûr parce que il fait 500 pages et que j'ai pas mal de boulot cette semaine. Mais voilà, je vous dirai, de toute façon, vous serez au courant. Et puis voilà. Je vous reprends, on est mercredi soir, il est à peu près 20h, je viens de coucher Léon et mon conjoint est sorti faire des petites courses, donc voilà, j'ai un petit moment, j'espère, pour vous discuter un petit peu avec vous, vous montrer mes réceptions et puis vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Alors, on va commencer par les réceptions. J'ai reçu de belles choses aujourd'hui, donc voilà, j'étais assez excitée de regarder ça avec vous, surtout qu'il y a un colis que j'ai entrouvert mais que je n'ai pas encore totalement regardé. Alors, j'ai reçu, il vient d'ailleurs de Christine Eckmayer, c'est publié chez Plomb. Il sort le... Il n'y a pas écrit sur le petit papier qu'ils m'ont mis, il est dédicacé. Ça fait toujours plaisir, je trouve, quand les romans qu'on nous envoie sont dédicacés, notamment à la rentrée littéraire. C'est un livre que j'avais très 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 envie de découvrir. C'est un témoignage d'une mère désenfantée. Je vais vous lire le résumé. Un jour, un enfant fait irruption dans votre vie et tout est bouleversé. Pour Christine Eckmayer, ce sont ses espoirs et ses convictions qui ont été bousculés à jamais. Elle nous livre ici son expérience poignante de la parentalité. Christine et son mari se rendent en Colombie en août 2001 pour y faire la connaissance de leur fils adoptif de 4 ans, Alexandre. Alors qu'ils désiraient partager avec lui un avenir plein de promesses, le rêve se transforme peu à peu en une suite d'obstacles infranchissables. Christine se bat pour éviter le dénouement tragique qui se profile, mais l'amour maternel est-il plus fort que tout ? Il vient d'ailleurs est le récit intime, courageux, sensible, d'une mère et de son combat pour comprendre les démons de son fils et tenter de les vaincre. Entre souffrance et renaissance, un questionnement profond sur l'adoption, mais également sur l'abandon, ce qu'est devenir parent, la construction de soi et la reconstruction de l'être. Après des études scientifiques et un diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai en Belgique, Christine est finalement devenue libraire. En parallèle, elle a mené une carrière sportive dans le monde équestre. Actuellement, elle vit dans la campagne belge où elle transmet sa passion des chevaux à des adolescents. Voilà, c'est un livre donc de la rentrée littéraire d'hiver de 2023 et il est dans ma pioche à lire de février. J'ai également reçu le tome 2 de La princesse sans visage. Il s'agit donc de la saga Les royaumes immobiles de Ariel Holz, qui sort donc également pendant cette rentrée littéraire d'hiver. Il s'agit de Le règne des chimères. C'est donc publié chez Slalom. La couverture est magnifique. Et en fait, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 2. Le tome 1, je l'avais lu en mai, je crois. Oui, en mai, il était sorti, je crois, en avril ou en mai, et je l'ai lu un peu dans la foulée. J'avais surtout aimé le fait que Slalom m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, parce que le fantastique, c'est pas forcément mon genre de prédilection. J'en lis un petit peu de temps en temps, peut-être un par an, je dirais. J'avais adoré La Passe Miroir, et j'avais très envie de découvrir cette saga. Donc Les Royaumes Immobiles, on m'avait déjà parlé de cet auteur qui écrit, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit, de jolies sagas. J'avais plutôt apprécié le tome 1, même si j'avais trouvé ça assez lent et que j'avais parfois été perdue, mais je pense que, ne connaissant pas trop le genre fantastique, je suis vite perdue dans ce genre-là parce que j'ai du mal
à me figurer ce qui se passe. Par exemple, je sais que les séries, j'apprécie bien de regarder une série fantastique parce que voilà, moi j'ai besoin d'images en fait sur ces mondes un peu différents. Et c'est vrai que le tome 1 m'avait intriguée, j'avais bien envie de connaître la suite, mais ça n'avait pas été une incroyable lecture. Je me rends compte que mon maquillage a coulé et que je vous parle depuis tout à l'heure avec le maquillage qui coule, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais lire ce tome 2 et puis je vous en dirai des nouvelles. Il est également dans ma pile à lire du mois de février. Et j'ai également reçu la box 6 pour Box, anciennement Carpe Diem Box, qui a donc changé de nom lors de l'année 2022. Une box que j'avais envie de découvrir et j'ai la chance que voilà, la créatrice Laura m'a contactée pour découvrir la box du début d'année, donc j'étais super contente. C'est donc une box avec un concept assez original où en fait on reçoit, donc c'est par des abonnements, il y a la curieuse et l'amatrice. Donc la curieuse, elle est à 16 euros et c'est un livre poche, donc un livre qui est sorti dans les 3 derniers mois, je crois, donc c'est vraiment une sortie récente avec voilà, accompagné de petits goodies. Et puis la matrice qui est à 22 euros et qui contient 2 poches et des petits goodies. Voilà. Donc c'est agréable pour se faire plaisir, pour être aussi surpris. Et puis en fait pour le roman, on peut choisir parmi plein de genres différents. La littérature contemporaine, l'historique, les thrillers, thrillers polar, la romance, les feel good. Je crois également qu'il y a de la new romance, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est quand même très complet et il y a beaucoup de choix. Et donc, voilà, en tout cas, ça satisfait ma curiosité, donc je suis très contente. Et je vais découvrir ça avec vous. Il y a donc deux petits thés, du chai du Kerala. J'adore le chai. Hop. Et Soclassi, mon thé vert citron. Il y a également un petit marque-page 6 pour Box avec écrit derrière: les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Il est très joli, très doux, très classe, j'aime beaucoup. Je vais poser ça ici. On a donc une petite carte pour nous souhaiter la bonne année. Donc le thé du mois, j'ai décidé de mettre dans votre box les thés que vous avez préférés l'année dernière. Je vous laisse les redécouvrir. Les surprises du mois, plutôt team papier ou team digital, j'ai envie de dire pourquoi pas les deux. Pour la surprise du mois, découvrez donc le joli calendrier que nous avons créé pour célébrer cette nouvelle année. Aux couleurs de 6 pour Box, il pourra vous accompagner tout au long de l'année et vous aider à vous rappeler quel jour nous sommes. Et donc on a la petite sélection des romans qui ont été choisis suivant les genres qu'on avait sélectionnés. Et l'illustration du mois, c'est donc la créatrice Léa Demira Godino. Donc voilà, c'est le petit fascicule. Et donc ici, on a une petite carte Vis tes rêves. Elle est très jolie. C'est le genre de petite carte qui peut-être va aller dans ma salle de bain pour décorer un petit peu la salle de bain parce que je commence à avoir envie de m'y mettre. C'est vrai que depuis notre déménagement, il y a déjà plusieurs mois, j'ai aménagé un petit peu petit à petit et là, c'est un petit peu autour de la salle de bain d'être aménagé. Donc pourquoi pas. Et donc, d'après ce que j'ai compris ici, c'est un calendrier 2023. En effet, les couleurs sont très jolies. Et alors ça, c'est pour le coup à accrocher, je pense, sur la porte d'entrée pour pouvoir en effet se rappeler quel jour nous sommes. C'est très joli avec les deux petits oiseaux. J'aime beaucoup. Et donc, j'imagine qu'on en arrive au roman. C'est ça. Et donc, le roman choisi.
Il s'agit donc de La petite boutique au poison de Sarah Penner. Il fait partie des révélations Pocket de cette année. On a beaucoup parlé de ce roman. C'est un roman, pour tout vous dire, qui me fait extrêmement envie et que j'ai demandé, je crois, aux éditions Pocket dans leur formulaire, je crois, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je ne l'ai pas encore reçu. Donc tant mieux, parce que j'ai très envie de le découvrir. Et voilà, c'est une super sélection. D'après ce que j'ai compris, vraiment, les avis sont assez dithyrambiques sur ce livre. Donc j'ai encore plus envie de le découvrir. Je vais poser ça pour vous lire le résumé. Je jure solennellement devant Dieu, créateur de toutes choses, de ne jamais administrer de poison. À ce serment, prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit plus depuis longtemps. Belladone, Hellebore, arsenic, on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3, Back Alley, à condition qu'un homme violent en soit la victime. Et il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791. 2 siècles plus tard, une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise au pied de Caroline, une américaine au cœur brisé, et avec elle, toute une histoire de femme trop longtemps oubliée. Je vous en parlerai rapidement parce que de toute façon il était déjà dans ma pile à lire du mois de février ou fin janvier si j'arrive à le caler. En tout cas voilà, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Et donc on passe enfin, j'ai envie de vous dire, au livre que j'ai terminé. Il s'agit de N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura. C'est publié donc chez Pocket et il s'agit d'un livre de la sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket dont je fais partie. Je fais partie du jury de la littérature étrangère qui me correspond assez bien. Et en fait, on a déjà reçu 3 romans de cette sélection. On a reçu QI de Christina Dalscher. On a reçu également L'orpheline de Fandling de Stacey Halls. 2 livres que j'avais déjà eu la chance de lire. Donc voilà, c'est un peu ma première lecture de ce Grand Prix des lecteurs. Alors, que vous dire sur ce roman? On suit donc Izumi, qui est un homme de 38 ans, bientôt la quarantaine, qui va devenir père et qui voit sa mère petit à petit faire des choses assez étranges et se rend compte qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est un roman, pour commencer par les choses que j'ai adorées, c'est un roman où on retrouve vraiment l'ambiance japonaise, la beauté, la délicatesse, la pudeur de l'écriture japonaise que j'aime énormément. La littérature japonaise, asiatique aussi en général, notamment coréenne, me touche particulièrement parce que voilà, l'écriture est belle, elle est douce, elle est très poétique et j'aime beaucoup ça. Dans ce roman, on est donc sur un sujet assez grave, un sujet assez difficile, mais l'écriture vient apporter quelque chose de très bienveillant, de très doux à ce roman, et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Malheureusement, heureusement il était assez court, parce que sinon je pense que je l'aurais abandonné. C'est un livre qui est assez lent, surtout au départ, et qui ne m'a pas vraiment plu, notamment parce que je ne me suis pas du tout attachée au personnage d'Izumi, qui est quand même le personnage un peu central de ce roman. Même si on parle de sa mère, on parle aussi beaucoup de l'impact de la maladie sur la famille et sur les proches. Et voilà, j'ai pas vraiment apprécié, j'ai pas été embarquée par l'histoire, j'ai été embarquée par la plume, j'ai été embarquée par l'ambiance, mais j'ai pas été embarquée par l'histoire. Hop, pardon. J'ai pas été embarquée par l'histoire, malgré que. En fait, je sais pas exactement comment expliquer, mais l'ambiance m'a énormément plu, le sujet abordé m'a plu, l'angle sous lequel il a été abordé m'a beaucoup touché, mais voilà, j'ai pas été embarquée par les personnages et donc c'est une lecture qui est vraiment demi-teinte. Je vous aurais parlé d'un abandon, vraiment, s'il avait fait 100 pages de plus, je pense que ça aurait été un abandon. Je l'ai pas abandonné, mais je l'ai terminé avec difficulté et j'étais contente de pouvoir passer à une autre lecture. Ça n'enlève en rien le fait que
voilà, vous conseille de le découvrir parce que c'est un roman qui m'a quand même touchée de par l'écriture et par l'ambiance. Peut-être que l'histoire peut plaire. Je sais qu'on a un groupe du prix des lecteurs et je sais qu'il y a des lectrices qui ont aimé, d'autres non, mais c'est aussi ce qui fait la force d'une aventure comme celle-ci, la force de Bookstagram aussi, hein, en général, de Booktube, d'avoir des avis différents, d'avoir des genres de lecture différents. Et c'est ce qui en fait la richesse, en fait. Donc voilà, en tout cas, j'ai apprécié, mais c'est plutôt une déception pour moi. Je vous reprends. On est jeudi soir. Pour clôturer ce vlog, j'ai une petite réception à vous montrer et puis je vais vous parler un petit peu des lectures qui continuent de m'accompagner en cette fin de semaine et dont je vous parlerai dans le prochain vlog. J'ai reçu un roman de la rentrée littéraire d'hiver 2023 de chez Charleston. Je crois qu'il est sorti hier. Il s'agit de Memphis de Tara M. Stringfellow. J'ai eu d'excellents retours des lectrices Charleston 2023. Vraiment très très bons. Donc je vais me lancer dedans et je vais inaugurer les avis des lectrices qui sont maintenant mis à l'arrière. Des lectrices et du lecteur, bien sûr. On a ici l'avis de Tom, justement, un roman coup de poing qui marque par sa brutalité, son réalisme et ses personnages. Virginie, de Vie de Livre, nous dit « Grâce à une plume tant affûtée que poétique, l'autrice rend hommage à toutes ces personnes qui se sont battues, parfois au péril de leur vie, pour la justice et l'égalité. » Je vais peut-être vous lire le résumé et le découvrir un peu par la même occasion parce que j'avais lu que quelques mots, donc on va voir ça. Dans la chaleur étouffante de l'été 1995, après un énième débordement de colère de son père, Johan Norse trouve refuge avec sa mère et sa jeune sœur dans la majestueuse maison qui a vu les femmes de sa famille grandir. Tapissée de lierre et de chevrefeuilles, où nichent colibris, abeilles et pavillons, ce verdoyant havre de paix semble raconter sa propre histoire. En poussant la gigantesque porte de bois, Johan sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes, celui de son grand-père, lynché après être devenu le premier inspecteur noir de la ville, celui de sa grand-mère qui, guidée par une rage incandescente, transforma son salon en lieu de rassemblement du mouvement révolutionnaire noir de Memphis, et sa propre terreur qui la submerge en même temps que ses souvenirs lorsqu'elle passe le seuil de la véranda. Confrontée aux tragédies des générations qui l'ont précédée dans cette demeure, Johan devine intimement du haut de ses 10 ans que la violence n'est jamais loin. Le portrait bouleversant de 3 générations de femmes noires qui célèbrent la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille, d'une communauté et d'une nation tout entière. Je suis désolée pour les bruits, il y a mon conjoint qui fait à manger. Donc ça fait un peu de bruit, j'espère que ça ira au niveau de l'audio. De toute façon, je vérifierai et puis j'essaierai de diminuer ça au maximum. Et je suis toujours dans ma lecture de Créatures du Petit Pays que j'ai un petit peu avancé mais pas tellement. C'est un gros pavé et en fait je viens de lire Si j'avais ton nom d'une autrice également coréenne. Et moi j'aime bien varier mes lectures. J'ai du mal à enchaîner des romans sur le même pays, donc je le lis doucement. Et donc en même temps, je lis et donc j'écoute en audio, je suis à peu près 150 pages. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Là, j'ai l'édition 10-18 et moi, je l'écoute sur Audible. J'aime beaucoup découvrir la plume de Charlotte Brontë. Je n'avais jamais lu Jane Eyre. Un roman que je lis en lecture commune donc avec Anna et je vous en dirai des nouvelles dans le prochain vlog. Je pense que je vais bien avancer, surtout que je compte le lire un petit peu en format papier ce week-end et ça va forcément un peu plus vite quand même. Et enfin, je termine en vous parlant de ma lecture en cours, donc à côté de Créatures du Petit Pays. Il s'agit de L'enfant thérapeute de Samuel Dock. Je crois que je vous en ai déjà parlé ici parce que je l'ai reçu cette semaine. C'est un roman qui me fait très envie, notamment parce qu'il s'agit d'une biographie fiction, biographie romancée de la mère de l'auteur et donc de l'auteur lui-même dans sa relation avec sa mère. C'est un roman qui est écrit par donc Samuel Dock, qui est un psychologue. Voilà, ça m'intéresse d'autant plus que je suis psychologue et que le sujet déjà de base du roman
m'intéresse grandement. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et donc, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, je vous donne rendez-vous dans une vidéo qui arrivera normalement lundi sur 5 sorties poche que j'ai déjà lues en grand format et que je vous conseille d'aller vous procurer en librairie s'il vous intéresse. Je vous en parle donc normalement lundi ou mardi dans une vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter pour réagir un petit peu à tout ce que je vous ai dit, à tout ce que je vous ai partagé pour savoir ce qui vous a fait envie ou non. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.